Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro. Aujourd'hui, on parle des femmes sous la Révolution française sous l'angle de la prostitution, avec Clyde Plumosille. Je suis avec Clyde Plumosille qui va devenir chargé de recherche au CNRS et qui travaille au LabEx EHNE, Écrire une histoire nouvelle de l'Europe. Et on va discuter de son livre magnifique, paru en 2016 aux éditions Champvallon, Prostitution et Révolution, les femmes publiques dans la cité républicaine, 1789-1804. C'est un livre issu de sa thèse, qui est vraiment un excellent livre pour plein de raisons. D'abord, il fait l'histoire des prostituées sous la Révolution, un groupe social qui était jusque-là caricaturé, rendu invisible. Le livre entend, je cite, « remédier à son invisibilité ». Il contredit toute une série de clichés complaisants, notamment formulés au XIXe siècle, sur la débauche de la Révolution française, sur la dissolution des mœurs sous le Directoire, etc. Et puis il montre une très belle capacité à faire dialoguer plusieurs approches, l'histoire du genre, l'histoire sociale, la socio-histoire, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et même la sociologie contemporaine, comme les travaux de Lilian Mathieu sur les prostituées actuelles. Il repose évidemment sur des dépouillements d'archives de sources considérables, on pourrait y revenir, avec une grande variété des sources consultées, et plusieurs qui sont citées dans le livre de façon très intéressante. Et puis, la manière dont il construit son objet permet de poser des questions qui sont aussi des questions politiques. Quelle citoyenneté pour les femmes en Révolution à travers la question des prostituées? Et donc, c'est aussi un livre qui apporte énormément de données sur Paris en Révolution, sur les rapports hommes-femmes, sur le fonctionnement de la police, autant d'objets connexes qui construisent ce travail. Donc, c'est un livre très riche, on pourrait en parler très longtemps. On va essayer de faire une émission raisonnable en durée, en mettant en avant les points les plus importants. Alors, la première question que je voulais vous poser, merci d'abord d'avoir accepté cet entretien, c'est est-ce qu'on peut faire un état des lieux un petit peu de la prostitution à la fin de l'Ancien Régime, en termes à la fois légaux et puis en termes sociaux? Quel est l'univers prostitutionnel? On se doute qu'il existe, que la Révolution n'a pas fait naître, hein, évidemment, la prostitution. Donc, quel serait le paysage à la veille de la Révolution? Alors, merci de votre invitation tout d'abord pour planter le décor. Le paysage prostitutionnel à la veille de la Révolution, c'est un paysage qui est inclus, inséré dans le tissu urbain. L'espace prostitutionnel ne forme pas d'isolat dans la cité. Il est extrêmement visible, il est extrêmement mobile et il est, d'après les dires des contemporains, particulièrement massif. Le problème, c'est qu'on n'a pas de chiffres. On est dans une ère pré-administrative à l'égard de ces types de populations dites flottantes ou indésirables. Donc on a des estimations qui relèvent plus de seuils d'indignation que d'un véritable chiffrage de ces populations. Alors en général, on oscille entre 10 et 15 000 prostituées dans l'espace parisien. Ce qui est pour les contemporains plus que Paris, plus que Londres, plus que Amsterdam, qui sont des points de comparaison. On dit que Paris est une ville, voilà, entre guillemets, plus débauchée. C'est ça, Paris c'est la Babylone de l'Europe. Amsterdam et Londres, c'est respectivement 3 000 et 7 000 prostituées, alors que ce sont des grandes capitales prostitutionnelles également à cette époque. Donc on a une prostitution massive intégrée dans le paysage urbain, très visible, mais à une époque où celle-ci fait encore l'objet d'un régime juridique dit prohibitionniste, c'est-à-dire que le fait de vendre un service sexuel ou de l'acheter est interdit par la loi royale, sous peine non seulement d'amende pour les différents acteurs, donc que ce soit les clients, les proxénètes ou les prostituées, mais aussi bien évidemment d'emprisonnement, donc de contraintes par corps pour ces femmes. Le XVIIIe siècle, c'est donc, à la veille de la Révolution, un moment de tension particulièrement fort, puisque, au dire des contemporains, la prostitution semble en pleine explosion, du fait de la crise économique lancinante qui touche particulièrement les femmes sur le marché du travail durant le second XVIIIe siècle. Et un système juridique totalement inadapté, puisque cette prostitution fait l'objet d'un régime qui, sur le papier, est extrêmement sévère, puisqu'elles sont interdites, mais qui, dans les faits, et notamment dans les faits policiers, donne à voir des formes d'accommodement, notamment entre la lieutenance générale de police, qui est un peu donc l'autorité de tutelle de police parisienne, et les grands bordels parisiens, qui sont réservés à une clientèle de luxe, et qui sont en fait, d'une certaine façon, tolérés par l'autorité policière et donc par le régime royal. Donc on est dans une situation discordante qui suscite un nombre de critiques très important de la part des contemporains. Des critiques à tel point que c'est aussi une question qu'on trouve dans les cahiers de doléances qui ont été très étudiés par les historiens. La prostitution y figure. Oui, alors il figure et en même temps il faut faire attention en termes de proportion. C'est-à-dire que de fait, les contemporains vont s'emparer de l'opportunité des cahiers de doléances pour dénoncer dans les grandes villes, c'est un problème de centre urbain, cette question prostitutionnelle, justement cette hypertrophie
supposée des prostitutions dans la cité, et surtout l'hypocrisie d'un régime qui tout à la fois les condamne, mais d'une certaine manière les encourage à exercer sous couvert donc de protection policière. Et donc en fait, la prostitution n'est pas dénoncée en tant que telle pour essayer de remédier à cette problématique, par exemple sociale et économique de ces femmes qui n'ont d'autre choix que d'être prostituées sur le marché du travail, mais utilisée comme un moyen de dénoncer un pouvoir monarchique corrompu et sa main droite, son bras droit, l'autorité policière, qui du coup est une autorité débauchée. Donc en fait, c'est plus un motif politique et qui explique la raison pour laquelle la prostitution est mobilisée dans la cahier de doléances, que véritablement la volonté de résoudre un problème social. Alors ce problème social, il fait l'objet de pages vraiment très très fortes dans votre livre, dans les premiers chapitres. Vous montrez que cette prostitution doit se comprendre dans un contexte de difficulté économique, celle de l'ancien régime finissant, celle de la Révolution évidemment, et au sein aussi du pari populaire. Alors est-ce qu'on peut donner un petit peu les caractéristiques sociales de ces femmes que vous avez étudiées? Vous avez essayé aussi de compter, de quantifier. Est-ce qu'on peut faire un portrait de ces prostituées et de leurs origines sociales? Et oui, je pense qu'il faut le faire par ailleurs pour lutter un peu contre l'hypersexualisation du phénomène prostitutionnel, puisque ces femmes qui vont à un moment être arrêtées comme prostituées ne sont pas tout le temps prostituées et ne sont pas que prostituées. Donc moi, dans mon travail, ma volonté était non pas tant de faire une histoire des prostituées qu'une histoire de ces jeunes femmes des classes populaires qui, à un moment donné, se font arrêter comme prostituées. C'est un peu différent, en fait, de déployer la catégorie. C'est un point très important, méthodologiquement, s'il y a des étudiants, des étudiantes, j'espère, qui nous écoutent, c'est le fait que quand on construit son objet, c'est important peut-être de ne pas l'étiqueter tout de suite, plutôt que de s'intéresser à l'étiquette prostituée, de montrer comment cette étiquette a été donnée par des acteurs à l'époque, comment les catégories ont été forgées, ce qui est aussi une des leçons du travail de Gérard Noiriel notamment. Et vraiment, c'est un point qu'on peut souligner dans votre travail. Vous posez un continuum de pratiques sexuelles et de pratiques sociales au sein desquelles il y a la prostitution, mais il n'y a pas une catégorie qui existerait ex nihilo, qui existerait en soi et qu'on pourrait étudier toute faite. Oui, et c'est pour ça que j'avais envie de travailler avec la socio-histoire, c'est-à-dire que mon but était de déconstruire une catégorisation policière, puisque de fait, avec les archives à ma disposition, je n'avais pas la possibilité de pouvoir capter l'ensemble de l'espace prostitutionnel, mais seulement celui qui fait l'objet d'une intervention policière. Donc, j'ai pas la grande prostitution d'élite, j'ai pas la prostitution mondaine de théâtre, la prostitution réservée aux espaces privés, moi j'ai la prostitution de rue. Donc c'est une population bien spécifique. Et en étudiant les pratiques policières, les catégorisations en actes sur le terrain, on se rend compte du coup de quel segment de la population prostitutionnelle, mais aussi de quel segment de la population de Paris on désigne comme débauchés, comme prostituées, pour les retirer de l'espace public. Ce segment, c'est très simple. Il incarne d'une certaine manière une population d'un mauvais genre. Ce sont des jeunes femmes célibataires, pour l'essentiel, plus de 90% des femmes qui sont arrêtées, à un mauvais âge. Elles sont à cet âge de transition entre 15 et 25 ans, c'est-à-dire qu'elles viennent de quitter le foyer familial pour essayer de gagner leur vie, mais qu'en même temps, elles ne se sont pas encore inscrites ni dans un travail, ni dans un mariage. Donc, c'est une population flottante, difficile à capter, à situer. Et puis, une population, évidemment, à la mauvaise sexualité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des femmes qui ont les moyens d'avoir une sexualité gratuite, pour le dire de façon très, très, très directe, mais qui sont obligées, ou en tout cas qui profitent de cette possibilité, de cette ressource qu'elles ont, pour survivre sur le marché du travail. Puisque quand on étudie leurs déclarations, pour revenir à cette question de continuum des pratiques, on se rend compte que ça va grosso modo d'un souper avec des soldats, au fait de se faire offrir une nuit dans un garni, donc un hôtel meublé, jusqu'à effectivement le fait d'être payé pour un service sexuel en soi, et que par ailleurs, ces femmes, en général, elles exercent leur prostitution de concert avec un autre métier, une autre activité. C'est très souvent des femmes qui sont dans le textile, c'est le secteur principal d'emploi de la population féminine à cette époque. Ce sont aussi des femmes qui sont dans le commerce d'alimentation, dans tous les petits métiers de la rue, et qui donc, du coup, ont ce rapport assez labile aux différentes branches d'activité qui peuvent les rémunérer. Sur le plan historiographique, cette volonté de faire une histoire sociale, elle s'inscrit dans une filiation qui peut-être pas la plus familière pour les auditeurs et les auditrices de France. On cite évidemment Alain Corbin comme un point de départ très important pour l'étude de la prostitution, mais vous vous inscrivez aussi dans un héritage qui est celui d'historiennes anglaises ou américaines, Judith Walkowitz, Jill Harsin, qui n'abordent pas la prostitution sous l'angle des fantasmes ou des peurs des hommes, comme c'est en partie le cas chez Alain Corbin, mais davantage sous cet aspect d'une histoire sociale, d'une histoire des stratégies de survie dans les classes populaires.
Oui, alors c'est vrai que je pense qu'il faut lire Alain Corbin avec Gilles Arsine, par exemple. C'est vraiment les deux auteurs qui nous permettent de comprendre la prostitution au XIXe siècle, puisque l'un couvre les imaginaires et l'histoire des représentations et du regard sur la prostitution, tout en livrant d'ailleurs des clés d'analyse pour une histoire sociale, pour ce qui est d'Alain Corbin, mais l'autre fait vraiment une étude très minutieuse des pratiques policières sur le terrain et des populations arrêtées. Donc c'est dans ce sillage, moi, que je me suis inscrite méthodologiquement, donc à savoir Gilles Arsine, qui permet du coup de comprendre la fabrique d'une catégorie de parias dans la ville de Paris, et par ailleurs qui nous permet aussi de se rendre compte que la prostitution n'est pas uniquement un sujet d'histoire de la sexualité, mais un sujet qui touche à l'histoire du travail, à l'histoire des femmes et du genre, à l'histoire des vulnérabilités dans les sociétés industrielles du XIXe siècle. En lien avec cette idée qu'il faut intégrer la prostitution dans une histoire qui est aussi une histoire du travail, vous utilisez pour évoquer leur activité l'expression de journalière de la sexualité. Qu'implique ce choix de terme? Est-ce que ça veut dire qu'il s'agit aussi de redonner une capacité d'agir à des femmes qui ne sont pas seulement des victimes, suivant un discours peut-être convenu sur la prostitution? Vous refusez aussi l'idée qu'on tombe dans la prostitution, c'est un verbe que vous critiquez. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de journalière de la sexualité? Alors il y avait déjà la volonté effectivement de montrer que la prostitution pouvait être une activité parmi d'autres, tout en insistant bien sûr sur le fait que ce n'était pas une activité comme les autres, puisqu'elle fait l'objet d'un stigmate très fort de la part de la société et puis de la part de l'intervention policière sur le terrain. Donc déjà, il y avait cette volonté de réinscrire la prostitution dans l'éventail des expédients économiques des individus des classes populaires, des femmes des classes populaires, qui, pour survivre et pour vivre même, ont recours à différentes stratégies de survie qui vont de la mendicité au vol, à la prostitution, à la charité, et puis à plein de menus travaux qui sont à la frontière toujours entre le légal et l'illégal sur le marché du travail. Et puis journalière de la sexualité, c'était aussi pour faire prendre conscience des cadres d'expérience laborieux, des cadres d'expérience du travail des individus des classes populaires à la fin de l'époque moderne, à savoir qu'on n'est pas encore dans la société du salariat, on n'est pas encore payé au mois, en général on est payé soit à la tâche, soit à la journée. Donc ça veut dire que c'est une expérience économique qui place les individus des classes populaires dans une lutte contre le quotidien, au jour le jour. C'est-à-dire que chaque jour, on doit penser à comment on pourra terminer sa journée, avec quel argent. Scarlett Farge appelait aussi la vie fragile, d'une certaine façon. Tout à fait. C'est vraiment en résonance avec cette proposition d'Arlette Farge sur la vie fragile de ces individus des classes populaires et qui permet du coup à la fois de déspécifier la prostitution. La prostitution n'est pas cette espèce de catégorie d'univers à part, d'underworld dans lequel vivraient donc des femmes complètement en marge, mais fait partie de ces stratégies qui finalement sont assez banales et assez ordinaires pour les femmes des classes populaires. Alors restituer ces stratégies, c'est ce que beaucoup de chercheurs aujourd'hui appellent redonner l'agency, la capacité d'agir de groupes dominés. Un reproche qui est parfois fait à cette approche, c'est de dire, mais est-ce qu'en restituant cette capacité d'agir, on minimise pas les violences, les dominations, le fait que ce sont des choix forcés? Comment vous voyez cet enjeu ? Il est très important à prendre en compte parce que je pense qu'il y a toujours cette hésitation quand on travaille sur les subalternes, les classes populaires, les dominés, d'être entre le misérabilisme et le populisme en fait, dans l'appréhension de ces populations. Et l'agency n'est pas la forme unique, le prisme unique par lequel on doit capter les formes d'expérience de ces individus, mais elle en est une des facettes. Et c'est pour ça que, pour moi, je ne pouvais pas étudier les prostituées et la prostitution sans comprendre le pouvoir policier qui l'en sert et qui l'a défini, qui est cette structure de contraintes très fortes sur le terrain, mais qu'on ne peut non plus comprendre uniquement si on ne voit pas les structures du marché du travail sur lesquelles ces femmes s'inscrivent. Donc, elles ont une capacité d'agir, elles ont une marge de manœuvre, mais contrainte. Et d'ailleurs, cette question d'agency, il faut clarifier l'usage de ce terme. La capacité d'agir, elle désigne en général les stratégies et les ruses mises en œuvre par les individus dominés dans un monde qu'ils n'ont pas choisi. Donc déjà, c'est une marge de manœuvre dominée et contrainte. Donc il y a un biais très fort qui fait que la prostitution fait partie de ces expédients pour les femmes qui déjà ont très peu de choix sur le marché du travail. Donc ça nous permet à la fois de comprendre le peu de choix qu'elles ont et les situations de domination dans lesquelles elles se trouvent, tout en comprenant que aussi ce sont des acteurs qui ont un libre arbitre, qui ont une volonté de survie, voire de bien-vie même, et qui donc, par le biais de ces stratégies économiques comme la prostitution, tentent de négocier leur existence au jour le jour.
On parlait de continuum, vous montrez aussi qu'on ne peut pas étudier ces femmes sans étudier aussi leur univers social plus large, évidemment, leurs clients, de jeunes hommes, souvent des militaires. Paris est, vous le rappelez, une grosse ville de garnison sous la Révolution, et puis suivant des relations qui ne sont pas toujours des relations tarifées. Il y a aussi un glissement de pratiques entre amour vénal, union libre, relations amicales, relations prostitutionnelles. C'est pas nettement clos. C'est vrai que quand on prend ces femmes homo, on se rend compte donc, dans les interrogatoires de police, quand elles répondent aux commissaires de police qui les interrogent suite à leur arrestation, quand on les prend homo, on se rend compte effectivement autant la catégorie prostituée ne tient pas pour comprendre l'ensemble des femmes qui se font recouvrir par ce terme, de même la catégorie client ne fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire que bien sûr il y a des clients, donc ceux qu'elles vont rencontrer ponctuellement et avec lesquels elles vont avoir un rapport sexuel tarifé, mais il y a aussi la catégorie d'amants qu'elles mentionnent régulièrement dans leurs interrogatoires et qui là sont des individus qui en général les entretiennent, mais qui sont en même temps donc des compagnons amoureux. Des souteneurs également parfois ? Des souteneurs, mais alors les souteneurs sont très peu présents. Alors déjà parce qu'ils n'intéressent pas du tout la police, et puis par ailleurs parce que peut-être qu'aussi la prostitution pose problème à cette époque parce que les prostituées s'autonomisent de plus en plus de formes de tutelle, de proxénètes et de souteneurs divers et variés, et ont une pratique un peu plus libre de leur activité sur le pavé parisien. Alors bien sûr elles ont des personnes qui vont leur louer des lieux pour exercer leur activité, des restaurateurs avec qui elles passent des accords, etc. Mais néanmoins, elles ne sont pas tenues. Beaucoup de ces femmes ne sont pas tenues par une tenancière, par un souteneur, et du coup peuvent pratiquer la prostitution comme elles l'entendent. Et puis donc dans les catégories toujours de ces compagnonnages amoureux qu'elle mentionne, donc le client bien sûr, l'amant, et puis l'amoureux ou l'ami, et qui là sont souvent pris au premier degré par le commissaire de police comme un prétexte pour cacher les clients, mais qu'on peut aussi interroger en se demandant si de fait ces femmes ne s'inscrivent pas non plus dans des formes de sociabilité amoureuse qui passent des fois comme avec les militaires par des formes de proxénétisme ou éventuellement de prostitution tarifée, et puis à l'inverse peuvent être aussi simplement des relations amoureuses en dehors de ces cadres-là. De proximité, vous le montrez d'ailleurs avec un exemple qui est vraiment frappant du point de vue des sources. On se dit qu'en tombant sur cette source, vous avez dû vraiment vous dire qu'il y avait là une chance incroyable. C'est le témoignage d'un de ses clients, amis, au statut un peu incertain, un jeune homme qui s'appelle Alexandre Brognard, un jeune homme bien né, qui consigne longuement dans un journal ses hésitations à aller rencontrer l'une de ces femmes, et puis finalement son initiation auprès de l'une d'elles, une relation suivie, une relation qui finit mal aussi, mais en tout cas là on a une source rarissime émanant directement de quelqu'un qui a fréquenté ces femmes, à défaut évidemment de sources écrites par ces femmes elles-mêmes. Ça, on ne peut pas en disposer sans doute, mais là où il y a vraiment une source très particulière. Oui, parce que les prostituées comme les individus des classes populaires de manière générale ne se racontent pas, donc souvent on est par le biais des institutions dominantes qui les contrôlent qu'on les retrouve. Donc ce journal d'Alexandre Brognard, qui avait été donc déniché par Philippe Lejeune et qui m'avait été indiqué par Anne Verjus, se trouve au Muséum d'Histoire Naturelle, si ça intéresse les gens, et d'ailleurs il est numérisé maintenant depuis peu. C'est un témoignage unique sur un client de la prostitution à la fin du XVIIIe siècle, un client de la prostitution du Palais Royal à l'époque révolutionnaire. Oui, alors le Palais Royal, on ne l'a pas dit, c'est vraiment, vous le montrez, un des hauts lieux à la fois de la prostitution et plus largement d'un spectacle décor, d'un frôlement décor permanent qui attire toutes les inquiétudes et aussi toutes sortes de pratiques, dont prostitutionnelles. Oui, c'est ça, c'est vraiment un marché du sexe à ciel ouvert, et puis d'ailleurs qui se conçoit comme tel. C'est un dispositif urbanistique qui est vraiment reconverti par les activités sexuelles pour en faire un lieu de commerce charnel. Alors, Alexandre Brognard, donc, c'est un jeune savant qui vient d'une famille bourgeoise. Effectivement, donc, il est bien né, mais il subit une sorte de déclassement social à l'époque révolutionnaire. Et en fait, sa problématique à lui, c'est qu'il n'a pas assez d'argent pour faire un bon mariage, que par ailleurs, ses convictions le poussent à se trouver une maîtresse et non une femme, parce que pour lui, la liberté de l'amour, ça passe en dehors des cadres du mariage, mais qui ne se trouve pas assez beau ni suffisamment compétent socialement pour avoir cette maîtresse. Donc il va utiliser la prostitution pour vivre ce rêve d'un amour en dehors du mariage. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il décrit de sa stratégie de rencontre d'une prostituée jusqu'à ses atermoiements avec cette femme quand il comprend que il a
il a attrapé la syphilis, on peut du coup comprendre les investissements, la diversité, la pluralité des économies intimes en jeu. À savoir que bien sûr, il y a du sexe, mais finalement, il n'en parle quasiment jamais. Mais surtout, il y a le jeu des émotions. Et ce qu'il attend d'elle, c'est qu'elle fasse semblant d'être sa maîtresse d'une certaine manière, et que ce qu'il valorise, c'est les conversations, c'est le fait d'avoir quelqu'un à son bras quand il va aller dans les spectacles, dans les théâtres, etc. Et du coup, ça nous permet de comprendre aussi ce qui se joue autour de la prostitution, qui va bien au-delà de ce que la police aimerait nous faire croire, à savoir que c'est aussi une forme de relation et d'apprentissage de la sexualité pour les jeunes à la fin du XVIIIe siècle. Alors c'est pas du tout l'avis en même temps de beaucoup de riverains, de beaucoup de voisins qui se plaignent, vous citez ces plaintes, qui d'ailleurs sont en inflation, notamment sur le directoire, on voit qu'il y a de plus en plus de préoccupations, d'inquiétudes, et vous montrez donc qu'il y a des tensions, il y a des conflits qui naissent de ces pratiques dans les quartiers où elles ont lieu. Alors, je ne sais pas si ça a beaucoup changé encore aujourd'hui. Je pense qu'on retrouverait les mêmes dynamiques à l'œuvre dans l'espace urbain. Ce qu'on peut voir avec les plaintes de riverains qui effectivement se démultiplient entre la fin de la Convention montagnarde et le début du directoire, donc à un moment de transition de l'administration policière et donc de relative inactivité sur le terrain. C'est qu'il y a une véritable lutte des places qui se joue dans l'espace urbain entre différentes catégories des classes populaires. Des classes populaires respectables, établies, mariées, qui disposent d'un métier, qui l'exercent en général dans le cadre d'une boutique, en tout cas d'un lieu légitime. Donc les honnêtes citoyens. Les honnêtes citoyens qui se définissent comme tels auprès de l'administration policière et qui sont reconnus comme tels par les policiers par ailleurs. Et de l'autre, les classes populaires immorales, donc ces femmes dites étrangères parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent, c'est-à-dire où elles habitent très concrètement, qui amènent des hommes chez elles, qui proposent leurs services dans le même espace où se font l'activité de ces familles de bons citoyens. Et ce qui est intéressant dans ces plaintes, c'est de voir comment ces derniers établissent une forme de consensus avec l'appareil policier sur la définition de ce qu'est la prostitution et de ce qu'est l'immoralité dans l'espace urbain. Et de fait, ces plaintes de riverains, elles aboutissent toujours à un résultat positif pour les riverains, puisque systématiquement le policier intervient, suit la façon dont les riverains vont qualifier ces femmes, donc ne décide pas de faire une enquête pour savoir si véritablement il s'agit de prostituées, et du coup tente de répondre au mieux à ces honnêtes citoyens pour affirmer du coup dans l'espace une forme de citoyenneté vertueuse par la façon très concrète dont les gens s'inscrivent dans l'espace matériel de la cité. Avec parmi ces craintes, et chez les policiers également, un arrière-plan qui est aussi la peur des maladies vénériennes. Là, c'est une chose vraiment qu'on retrouve à d'autres époques. On est en train de vivre sur 14-18, on voit énormément ça en contexte de guerre, l'idée que la prostitution affaiblit la nation, sape ses forces morales et ses forces physiques par le péril vénérien, est quelque chose qui est très très présent pendant la Première Guerre mondiale, et finalement on en voit déjà des linéaments sous la Révolution française. Oui, et ça, cette maladie de Naples, ou maladie française, selon de quel côté de la frontière on se situe, fait partie des éléments moteurs pour disqualifier et délégitimer la prostitution et les prostituées dans l'espace public révolutionnaire, puisque, il faut le dire, c'est sous la Révolution qu'est dépénalisée la prostitution. Et cette dépénalisation entraîne du coup un vide juridique. Et par ailleurs une incapacité pour les policiers d'agir sur ces femmes dans l'espace public. Or, les citoyens, comme on l'a dit, continuent de se plaindre sur leur présence. Les policiers qui se font les relais de ces honnêtes citoyens vont dans un sens similaire, à savoir que ces femmes n'ont pas leur place dans l'espace urbain, quand bien même leur prostitution est tolérée. Donc il faut trouver des moyens de recriminaliser, en tout cas dans les imaginaires, cette activité. Et la maladie vénérienne, c'est parfait, puisque ça permet de justifier très concrètement en quoi ces femmes sont produits d'une débauche d'Ancien Régime, qui se traduit dans leur corps même, et que par ailleurs elles mettent en péril les armées révolutionnaires, puisque à partir de 1792, donc la France se retrouve en guerre contre la plupart des pays qui l'entourent, et les législateurs, surtout les administrateurs, s'appuient sur cette question du péril vénérien pour essayer de trouver des moyens de recriminaliser la prostitution. Et du coup, ça se traduira à Paris par un arrêté de la Commune le 4 octobre 1793 qui demandera du coup la répression du racolage dans l'espace urbain.
au motif justement de lutter contre le péril vénérien de ces femmes qui sont très proches des soldats. Alors ça, c'est effectivement un tournant que vous montrez fortement dans votre livre. Avant ce tournant plus répressif et avec un discours qui se durcit, il y a toute une période, vous l'avez dit, qui est une période de relatif silence, un silence d'ailleurs difficile à interpréter. Qu'est-ce qui fait que les législateurs ne s'emparent pas, ils refondent tout en termes de système économique, social, culturel à la fin de l'Ancien Régime, au début de la Révolution, tout est refondé, d'une certaine manière, sauf la prostitution, on ne légifère pas dessus. Alors comment vous interprétez ce silence? Est-ce que, comme vous le dites peut-être à un endroit, est-ce que c'est l'idée que la prostitution serait indigne d'une reconnaissance par les constituants? C'est vrai que finalement, dans le cadre de mon parcours de recherche, je me suis rendu compte, moi qui pensais que la Révolution avait pour ambition de régénérer la prostitution parmi justement ces objectifs de transformation du social. En tout cas, c'est comme ça que c'était inscrit dans les cahiers de doléances. Je me suis rendu compte qu'en fait, on se retrouvait face à un silence des législateurs très troublant et une dépénalisation paradoxale, puisque, donc je l'ai dit tout à l'heure, la prostitution est dépénalisée en 1791, mais comment ? Elle est dépénalisée parce qu'elle est simplement retirée des codes de loi. Elle n'est ni dans le code pénal, ni dans le code de police de 1791, et elle ne reviendra plus d'ailleurs dans le domaine de la loi jusqu'au XXe siècle. Donc, finalement, les législateurs font le pari de sortir tout un ensemble de crimes et délits de l'Ancien Régime, des codes de loi, au nom d'ailleurs d'une forme de libéralisme politique, donc les crimes de sodomie, la question de la prostitution, on va aussi progressivement régler la question des enfants naturels, etc. Puisque c'est quelque chose qui relève du droit à disposer de son corps, tel que c'est vu par les législateurs, c'est quelque chose qui relève de la sphère privée sur laquelle justement on n'a pas à intervenir à ce niveau-là tant que ça ne met pas en péril la société. Cependant, cette dépénalisation, elle est silencieuse, c'est-à-dire que jamais on va brancarder le fait qu'on a sorti la prostitution des principaux textes de loi, et il y a une forme d'inertie et de résistance au sein de l'exécutif et notamment dans l'appareil policier contre ces dispositions juridiques. Et finalement, il faudra attendre quand même 1796 pour que, devant l'Assemblée, un des directeurs du directoire exécutif demande une loi sur la prostitution, puisque l'appareil policier dit certes, la prostitution n'est plus dans le code de police, mais néanmoins, les prostituées envahissent l'espace public, elles troublent l'ordre public, et donc il nous faut intervenir. Mais nous n'en avons pas les moyens. Donc, ils relaient leur plainte au directeur exécutif qui tente de faire passer une loi. Et c'est là que, enfin, pour une fois, les législateurs se prononcent de façon formelle et non pas par le silence par rapport à cette demande de loi en disant qu'il est indigne des législateurs de légiférer sur tel sujet et que c'est à la police d'exercer ses compétences. Donc, finalement, d'exercer sa capacité d'administrer les libertés dans l'espace public pour estimer si la prostitution doit ou ne doit pas être dans l'espace urbain. Donc, les législateurs se tiennent à côté de ce sujet, puisque ça leur permet de maintenir une forme de libéralisme politique, tout en étant d'accord sur le fond que ces femmes sont indignes et sont des citoyennes de moindre droit. Ce type de condamnation de femmes indignes, de citoyennes diminuées, de droits réduits, il s'inscrit aussi dans un contexte que vous évoquez, qui est celui de 1793, d'un tournant qui durcit le discours envers les prostituées, mais qui est aussi un contexte où on condamne plus largement les femmes qui interviennent dans l'espace public, sous des formes diverses évidemment, Madame Roland, Charlotte Corday, Olympe de Gouges, qui sont autant de femmes que les montagnards jugent comme nuisibles, qui sortent de leur rôle à un moment donc où finalement le discours se durcit à l'époque de la terreur en fait. Entre les bons citoyens et les mauvais citoyens, on peut reléguer les prostituées plus facilement du côté de mauvais citoyens. J'ai même lu dans votre livre que certains disent peut-être que dans les lieux de prostitution qui sont cachés au regard, les ennemis de la Révolution, des nobles émigrés pourraient s'infiltrer, pourraient s'introduire. Donc ça devient un lieu de cristallisation finalement de discours négatifs. Oui, 1793, c'est un moment de cristallisation important sur la dimension sexuée du pouvoir républicain, tel qu'il est en train de se définir dans le courant de la Révolution. À savoir qu'on a cette situation paradoxale aussi, des femmes qui sont des citoyennes, mais sans véritable citoyenneté, puisqu'elles sont des citoyennes du point de vue du civil, mais pas du point de vue politique, et qu'on leur refuse le droit de suffrage. Et 1793 va être une année de formalisation et d'explicitation de cette exclusion des femmes de la scène publique, puisque le pouvoir va ostensiblement lutter contre la radicalisation des militantes sans culottes. Donc, bien sûr, on lutte contre les femmes, mais aussi on lutte derrière ces questions-là contre le pouvoir populaire qui tente de rester à la table des négociations de la Révolution et de la façon dont elle doit se tenir et se poursuivre surtout. Et ce moment de crispation se traduit
bien évidemment également dans le champ de la prostitution qui concentre à la fois des femmes et des classes populaires, donc ces deux catégories qui sont jugées éminemment suspectes aux yeux du pouvoir qui les a pourtant d'abord savamment instrumentalisées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre d'argumentation pour délégitimer les femmes d'un côté, en politique, on va souvent les accuser de prostitution. Donc les citoyennes républicaines révolutionnaires, comme Pauline Léon, vont souvent, régulièrement, être accusées de prostitution. Et inversement, les prostituées vont être accusées de fomenter des complots, d'accueillir des émigrés, d'être le lieu d'asile de la contre-révolution. Donc ça va dans les deux sens, cette stigmatisation et cette décrédibilisation des femmes dans l'espace public, que ce soit l'espace politique ou que ce soit l'espace urbain et matériel de la cité. Et du coup, pour moi, c'était important de pouvoir restituer cette petite part de l'histoire des femmes dans la période révolutionnaire par le biais de la prostitution, puisque ce qui est intéressant de voir, c'est que ce durcissement du pouvoir à l'égard des femmes politisées et plus généralement un durcissement à l'égard de la capacité des femmes à être à égalité dans l'espace public. Et par exemple, les prostituées à avoir le droit d'occuper le pavé comme n'importe quel citoyen. Mais ça, c'est une distinction que vous faites qui est très intéressante entre le droit de cité et le droit à la cité. Finalement, le droit de cité, c'est le droit de voter. On sait bien que les femmes ne l'ont pas. Mais le droit à la cité, le droit à exister visiblement, il est aussi nié ou il est aussi miné par ces discours. Il est aussi miné par ces discours et par les pratiques policières. Et par les pratiques policières. Et pour moi, il était important, dans la suite des travaux d'Anne Simonin, mais aussi de tout un courant de socio-historiens de la police, comme Emmanuel Blanchard, de travailler sur la condition plurielle de la citoyenneté. Sur le fait que, quand on parle de citoyenneté, en fait, ça recouvre une échelle graduée de différentes conditions citoyennes, qui vont du citoyen probe à l'ennemi du peuple, pour citer Anne Simonin, qui se joue par ailleurs entre citoyenneté civile active, passive, et citoyenneté politique active, et puis qui aussi recouvre un ensemble de situations de moindre droit, de citoyenneté dite diminuée, et qui se joue cette fois-ci non pas simplement dans le droit de suffrage ou dans certains droits politiques tels que le port des armes ou le fait de s'enrôler donc dans la garde nationale, mais se vivent très concrètement au quotidien dans la façon dont les administrations révolutionnaires traitent les citoyens. Et ces femmes-là, quand on travaille sur la prostitution, on se rend compte qu'effectivement, elles ont un moindre droit de circulation dans l'espace public, elles peuvent se faire retirer sur simple présomption de prostitution, alors que ce n'est même pas un délit au regard de la loi. Elles ont un moindre droit à la protection de la police, puisque quand elles viennent porter plainte contre des clients qui auraient été violents, les plaintes sont classées. Ça n'a pas forcément changé d'ailleurs. Non, ça n'a pas changé d'ailleurs. Et effectivement, c'est important de le souligner, puisque je pense que dans mon projet de recherche, il y avait la volonté aussi d'avoir un levier de compréhension du présent et de ce fait que, à l'heure actuelle, la prostitution est toujours une activité dépénalisée, mais que tous les moyens de l'exercer, par contre, au contraire, sont récriminés. Et donc, je pense que par le biais des pratiques policières, par la volonté de saisir l'État en action sur le terrain de la prostitution, on peut comprendre aussi comment la citoyenneté se vit au quotidien pour ces individus et comment tous ces petits rituels de dégradation symbolique, le fait d'être contrôlé, quand on contrôle les papiers devant tout le monde, quand on retire de la voie publique, quand on accuse de prostitution, quand on emmène en poste, tout ça participe de son expérience de citoyen aussi dans la Révolution, et donc de comprendre un peu le destin de ces gens qui n'ont pas tant vécu la Révolution comme des grands protagonistes qui ont porté l'événement, mais qui ont vécu sous la Révolution et qui l'ont même éventuellement subi, alors même qu'ils auraient pu être vus comme, d'une certaine manière, l'étendard de cette Révolution qui vise à transformer la société dans son ensemble et prend le peuple comme fer de lance de cette transformation. Face à ces stigmatisations, il y a peu de ressources pour les prostituées, et d'ailleurs ça c'est aussi une constante avec le contemporain. Les sociologues ont montré que, comme pour les chômeurs, il est très difficile d'agir collectivement pour les prostituées, et c'est sans doute évidemment encore plus difficile sous la Révolution, mais il y a quand même parfois la ressource de l'écriture, et donc vous citez des lettres de prostituées incarcérées qui sont un des seuls moyens d'expression d'une identité, d'une parole que vous restituez. Ce qui a été effectivement pour moi une belle trouvaille, ce sont ces actes d'écriture des prostituées en Révolution. C'est-à-dire qu'elles arrivent à se saisir des outils du citoyen, qui sont notamment les pétitions, les lettres aux autorités, pour interpeller
le gouvernement sur leur situation. Donc ces lettres, je les ai trouvées pour une période bien définie, c'est l'après-terreur. Il y a un ensemble d'enquêtes qui sont lancées dans les prisons à ce moment-là, qui font que du coup, il y a un appel d'air pour ces femmes qui probablement sont informées par différents canaux qu'il est possible d'écrire aux administrations pour faire valoir leur mise en jugement et leur éventuelle libération. Et donc ces femmes écrivent comme n'importe quel autre citoyen à ce moment-là, prisonnier. Probablement qu'elles ont recours à des écrivains publics. Il y a différentes graphies, donc on peut se dire que certaines savent écrire, mais c'est très difficile de le savoir. En revanche, ce qui est important, c'est que on peut voir qu'elles s'emparent de toute une rhétorique révolutionnaire pour faire valoir leurs droits. Donc, bien sûr qu'elles ont recours à des modèles, mais néanmoins, elles ont quand même la possibilité d'avoir recours à ces modèles et de faire avancer leur dossier. Et par ailleurs, ces lettres, elles sont dans un écosystème de papier qu'on peut restituer. Il y a la correspondance avec l'administrateur qu'elles contactent. Et on voit que ce dernier, effectivement, met en motion, met en mouvement toute la machine à l'issue de leurs lettres. Donc, c'est pas juste une bouteille à la mer, c'est quelque chose qui fait bouger les choses. Et le plus important dans tout ça, c'est que systématiquement, elles se désignent comme concitoyennes, un qualificatif qui leur est généralement refusé, notamment par les policiers ou les riverains, et qui permet de les réinscrire dans la communauté républicaine, et aussi de permettre aux autorités qui reçoivent leur doléance d'agir face à des citoyennes et non pas face à des prostituées. Donc la possibilité d'avoir plusieurs identités à mobiliser à cette période-là. Et je pense que ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les luttes des travailleurs et des travailleuses du sexe pour faire non pas reconnaître leur activité comme un marché à part égale par rapport aux autres, mais reconnaître leur existence sociale comme des travailleurs et des citoyens, ils ont droit à des protections. Leur dignité finalement. Leur dignité. Exactement. Ça peut s'inscrire dans ce temps long, justement, ouvert par la Révolution. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture, pas forcément d'ailleurs sur votre objet d'étude, pour nos éditeurs et auditrices ? Alors j'ai un conseil de lecture, mais pas du tout sur mon objet d'étude. C'est un roman graphique qui s'appelle Mémoire d'un frêne de Park Hoon-woong, qui a été publié rue de l'Échiquier cette année, en 2018, et qui est, je trouve, un exemple assez admirable de ce que peut la fiction pour l'histoire, à savoir une capacité à dire et à décrire l'horreur de la guerre. Alors, Mémoire d'un frêne, c'est adapté d'une nouvelle inédite en français de l'écrivain coréen Choi Young-tak, et qui dépeint un moment assez dramatique de l'histoire coréenne, à savoir le massacre de la Ligue de Bodo, et qui a été donc redécouvert dans les années 90 quand on a exhumé les charniers de ces premiers règlements de compte entre les deux Corées dans les années 50. Et en fait, on voit le massacre par le regard d'un frêne. Et le fait que ce soit l'arbre qui montre, ça permet de dire l'horreur du charnier, ça permet par ce pas de côté de restituer un peu la palette des émotions et des actions des différents individus, et en même temps de montrer un peu la dimension universelle de ce qui se joue dans cette guerre des deux Corées. Et par ailleurs, je pense que ce qui est très important, c'est le travail de mémoire qu'effectue du coup cet écrivain et l'auteur de ce roman graphique, puisque la Corée actuellement, donc c'est un long processus de réparation et de réconciliation autour de cette guerre de Corée, mais travaille à son histoire, et c'est la possibilité d'avancer mais sans oublier. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.